Alors, allons-y. Donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on est là pour parler de l'énergie solaire. Les deux types d'énergie, de façon dont on peut valoriser l'énergie solaire pour pour un bâtiment. Donc, le photovoltaïque, que vous connaissez, j'imagine, de mieux en mieux. Et également le solaire thermique, qui est au final plutôt simple de son fonctionnement, mais malheureusement pas assez mis en œuvre. Donc, l'idée, c'est de vous donner des clés pour au moins vous dire est-ce que c'est adapté à mes projets, mes bâtiments, ma commune. Alors, déjà, les notions importantes, ne surtout pas confondre les deux. C'est deux façons de valoriser l'énergie du soleil, mais qui n'ont rien à voir. Il y en a un où donc c'est la réaction photovoltaïque, où les rayonnements sont transformés en électricité, et l'autre, c'est on capte la chaleur des rayons du soleil pour alimenter du chauffage, de l'eau chaude sanitaire. Les deux solutions sont complémentaires, voire il y a des panneaux qui font les deux en même temps. Donc, si vous avez un projet qui peut utiliser les deux, il faut savoir, vous pouvez tout simplement mettre des panneaux hybrides qui en plus ont l'avantage d'avoir un petit peu d'aide financière. Vous verrez, ce n'est pas forcément le cas pour le reste. Donc déjà, les grands modes de fonctionnement. Donc tout simplement, le photovoltaïque, la lumière est transformée en énergie. Si vous aimez bien la culture générale, c'est mon cas. Ça a été découvert par le français Edmond Becquerel. Si vous connaissez ce nom de famille, c'est normal, c'est l'unité pour la radioactivité. Donc voilà, dans la famille, ils aimaient bien faire des découvertes scientifiques. Donc l'un des Becquerel a découvert pour la radioactivité et l'autre le photovoltaïque. L'eau solaire thermique, c'est beaucoup plus simple. C'est un échangeur, c'est un fonctionnement de calories. On capte les calories des rayons du soleil, on les transforme en chaleur. Beaucoup plus simple. D'un point de vue purement physique, si vous avez ne serait-ce que des notions au niveau lycée, c'est assez évident qu'il vaut mieux, pour produire de la chaleur, directement utiliser la solution thermique plutôt que de passer par du photovoltaïque qui va produire de l'électricité pour ensuite refaire une transformation pour transformer l'électricité en chaleur. On a beaucoup moins de pertes, c'est beaucoup moins vertueux. Donc voilà, électricité photovoltaïque, chaleur, eau chaude sanitaire, chauffage, le solaire thermique. Vis-à-vis d'un panneau photovoltaïque, je préfère vraiment balayer ce point-là dès le début, vu que malheureusement c'est un préjugé. Je repasse sur des choses qui sont assez connues, mais malheureusement on les entend trop souvent. Un panneau photovoltaïque, c'est à 95% recyclable. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus qu'une voiture ou un smartphone. Il n'y a pas de terre rare. Le poids, c'est essentiellement du verre, le châssis. Les cellules sont un peu plus compliquées à traiter, mais ça se fait très bien. Durant sa durée de vie, il compensera largement son impact aussi bien en énergie qu'en carbone. Donc vraiment, si vous entendez quelqu'un vous dire qu'un panneau solaire, il y a des terres rares dedans, euh, il y a de très fortes chances que ce soit n'importe quoi. On a quelques exceptions, je préfère être franc, avec des panneaux asiatiques qui contiennent un petit peu moins émerveillés. Un panneau solaire thermique, lui, c'est beaucoup plus simple. C'est donc un échangeur, un serpentin en cuivre typiquement, qui va être dans un coffret hermétique constitué du coup d'un isolant, de verre et d'un cadre métallique. L'étanchéité est vraiment importante pour maximiser la chaleur. On va avoir des panneaux qui vont monter à des températures très importantes. Donc voilà pour l'aspect général. Pour revenir au photovoltaïque, donc là, vous l'avez compris, c'est vraiment pas qu'un panneau. Il y a avant tout donc, ce que vous allez voir en toiture, sur bâtiment, au sol. Je vous montrerai quelques photos rapidement d'installation. Le composant phare, ça va être l'onduleur. C'est lui qui va transformer le courant généré par le photovoltaïque un courant en 240 volts pour utiliser, euh, ou plus selon la taille de l'installation, pour utiliser ou injecter dans le réseau. Le comptage est essentiel pour vous savoir ce que vous économisez ou pour savoir ce que potentiellement vous revendez. Vis-à-vis du solaire thermique, forcément, vous avez le capteur en toiture, un espace de stockage forcément les deux dimensionnés selon les usages, et si besoin, forcément chaudière d'appoint. Vis-à-vis du solaire thermique, il faut avoir une chose très importante en tête, le dimensionnement. Si vous mettez trop de capteurs, vous allez vous retrouver du coup à générer trop de chaleur et ça peut endommager les panneaux. Donc vraiment attention au dimensionnement et à donner toutes les clés pour le dimensionnement au bureau d'études, aux professionnels qui vous accompagnent. Si vous avez un bâtiment, par exemple, un gymnase qui est utilisé pour une école,
Très bien. Le solaire thermique pour la production d'eau chaude sanitaire ou même le chauffage pour la période d'hiver, c'est génial. Mais si pendant la période estivale, vous n'êtes pas utilisé, il faut prévoir dans l'installation des solutions pour éviter les surchauffes. Donc vraiment bien vous faire accompagner. Et si vous faites appel à un professionnel qui ne vous parle pas du risque de surchauffe, je dirais, c'est un carton jaune. Voilà, il faut se dire, oula, attention. Je vais vraiment là plus rentrer dans le détail sur le photovoltaïque parce que réglementairement, les mécanismes sont un petit peu plus compliqués. Globalement, le solaire thermique, vous faites appel à une entreprise qualification, les assurances, éventuellement un bureau d'études pour le dimensionnement. Et c'est assez simple, vous avez tel besoin en chauffage, tel besoin en eau chaude, bah, il vous faut telle surface de panneau, votre occupation s'étend. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour du résidentiel, on dit 1 mètre carré de panneau, un occupant. Attention, bah forcément, comme je vous l'ai dit, si vous avez une forte période d'inoccupation, là, je vais enfoncer une porte ouverte. C'est l'été où il fait le plus chaud, mais c'est aussi l'été où les gens sont en vacances. Donc, ne mettre trop de panneaux, c'est un risque de surchauffe du circuit. Donc là, c'est le liquide qui perd en performance, le capteur en toiture qui peut être abîmé. Si vous êtes intéressé, la région Grand Est fait des audits et fournira dans un temps donné des fiches retour d'expérience sur le solaire thermique. Pareil, si vous avez des questions dans un souci respect des données, je ne vous donnerai pas les coordonnées là à la fin, mais je vous redirigerai vers Monsieur Morlet de Carlin, qui lui est un chargé de mission de la région et qui peut vous accompagner sur tout ce qui est solaire thermique. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des interrogations, à revenir vers moi. Je ferai suivre et vous verrez, il y a des incitations financières pour aider vos communes ou vos intercommunes. Donc pour le photovoltaïque, malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué d'un point de vue administratif. Donc déjà, un petit rappel sur les unités, parce que vous avez l'habitude de compter en kilowatts. Et bah, pour le photovoltaïque, on passe par les watts crête, donc ça c'est la puissance nominale des panneaux, et globalement ce qu'ils vont produire, on parle en watts crête. Il y a une petite conversion à faire pour partir en kilowattheure, et du coup c'est pas forcément évident parce qu'on va vous parler d'une installation en kilowatts crête, mais vous ce qui vous intéresse c'est le nombre de kilowattheures que vous allez économiser et ou revendre. Donc voilà, grosso modo, alors forcément, ça dépend de l'ensoleillement, mais vu qu'ici on est tous en région Grand Est, on a à peu près le même ensoleillement, sauf bah forcément les gens qui sont alsaciens, les Alsaciens, vu qu'ils ont un climat continental et pas semi-continental, donc un petit peu plus favorable, donc ils ont un ensoleillement un petit peu meilleur. Mais ça ne change pas grand-chose. Le sud de la France, le nord, bah forcément le chiffre est plus un petit peu. En kVA, c'est la puissance raccordée de l'onduleur. Donc attention, vous pouvez avoir tant de watts crête en toiture, mais ce qui fera la puissance injectée ou ce que vous pouvez générer, c'est bien l'onduleur. Les acteurs nationaux, il faut vraiment avoir en tête, vous en aurez deux pour la plupart pour les petites installations. Les plus grosses installations, si vous préférez au-delà de 500 kW crête, ce qui fait grosso modo 2000 panneaux. Là, c'est des appels d'offres, c'est une vraiment toute autre démarche, c'est auprès de la Commission de régulation de l'énergie. Donc là, vous êtes beaucoup plus, j'imagine, au courant que moi, des appels d'offres publics et de tout ce qui va avec. Donc là, c'est pas du tout la même marche à suivre. Là, je vais détailler ce qui concerne les installations petites et moyennes. Donc typiquement, vous voulez solariser une école, un bâtiment communal, vous avez un parking à solariser. Donc là, ce sera Enedis, EDF, OA, vos interlocuteurs. Vis-à-vis de l'aspect financier, comme vous avez remarqué, j'évite d'utiliser le mot aide. Ici, on n'est pas sur des aides, on est sur des incitations. Vous avez un engagement contractuel sur 20 ans avec EDF, obligation d'achat, avec des conditions déterminées contractuellement. Donc, on ne parle pas d'aide, on parle vraiment d'une incitation financière. Pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui nous rejoignent dans l'introduction, je disais que malheureusement, la loi est en train de changer. On a du coup actuellement sur les plus petites installations, donc typiquement un petit bâtiment, du résidentiel, on est à presque 13 centimes le kilowattheure revendu en vente du surplus. Je vous détaillerai dans deux schémas rapidement c'est quoi la vente du surplus et la vente de la totalité. Il est question que ça passe à 4 centimes. Donc voilà, des incidents, si vous avez des projets en cours, faites bien attention, la durée de retour sur investissement peut bouger. Donc pour ces incitations financières nationales, il y en a aussi une régionale que je vous présenterai très rapidement. Donc globalement, vous vendez soit la totalité,
Donc ça, c'est le modèle historique de 2007 à 2017, depuis l'autoconsommation. Donc, vous consommez une partie, ce que vous ne consommez pas, vous le revendez en injectant sur le réseau. C'est les deux modèles. Donc, ça va dépendre de la puissance, donc de la taille de l'installation, de la date, ça change tous les trimestres, du type de projet, donc vous voyez vente totale ou autoconsommation, et le type d'installation va jouer, c'est-à-dire que sur bâtiment ou au sol, c'est pas le même contexte réglementaire. Que vous soyez particulier, professionnel, une commune, pour ce type de contrat, ça ne change rien, sauf forcément dans la gouvernance, des choses comme ça, pour vous mettre d'accord. Mais vis-à-vis de l'engagement contractuel avec EDF, obligation d'achat, ça ne change rien. Comme vous voyez, on a déjà une EDIS qui est mentionnée, parce que la date du projet, c'est celle qui est définie par le gestionnaire de réseau, Enedis, UEM, Électricité de Strasbourg. Et s'il y a d'autres régies locales pour vos communes que j'oublie, je m'en exclus. Mais le mode de fonctionnement est le même, quel que soit l'acteur, que ce soit EDF obligation d'achat ou une régie locale. Vis-à-vis du coût du 0,500, donc le fameux tarif d'achat. Il va être découpé sur plusieurs tranches. Et vous avez, en plus de ça, si vous choisissez l'autoconsommation, une prime à l'investissement qui va de 0 à 100 et ensuite de 100 à 500. Là, je vous enverrai avec le support le site tout simple photovoltaïque info où vous pouvez trouver tous les tarifs. Mais du coup, ils sont dans le même problème que moi. C'est-à-dire que vu que la loi va changer dans les jours à venir, on ne peut pas vous donner de tarifs à l'heure actuelle. Ça nous embête vraiment beaucoup. Et là, actuellement, on n'est pas en mesure de donner des montants pour faire des simulations ou vous dire, bah voilà, si vous faites une demande de raccordement dans 6 mois, le tarif sera ça. Euh, pour l'instant, nous n'en savons rien. C'est encore en négociation entre les organisations professionnelles, les différents syndicats FFB, CAPEB, FNSEA, le syndicat des énergies renouvelables et le gouvernement. L'arrêté, les décrets vont être publiés dans les jours à venir. Donc voilà, si vous lisez le journal officiel, vous en entendrez parler. Et sinon, vu que ça va être publié dans les jours à venir, je ne manquerai pas de vous réécrire pour vous dire, bah voilà les nouvelles modalités. Alors, toujours en vous réguillant vers Photovoltaïque Info, où vous pouvez vraiment retrouver énormément, énormément de ressources euh, pour vous trouver les informations pour vos projets. Actuellement, on est dans ce qu'on appelle le S21, donc c'est tout simplement un arrêté tarifaire du 6 octobre 2021, d'où le 21. Chaque période est simplement le S pour le semestre où il est publié et le 21. Donc l'électricité, physiquement, selon ce que vous faites, vous allez avoir deux fonctionnements. Donc en autoconsommation, vous avez votre installation qui produit, une partie est consommée par le bâtiment, le reste est réinjecté dans le réseau. En vente totale, du toit du bâtiment jusqu'au réseau. Pour votre information, l'électricité est très feignante, c'est-à-dire que vous produisez, elle est consommée au plus près. Donc physiquement, vous avez une installation qui est solarisée, c'est vos voisins qui vont consommer votre surplus. Mais contractuellement, ça, l'entériner, il y a des choses à faire, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation collective. Si vous en avez entendu parler, n'hésitez pas à m'en parler pendant le moment d'échange qui suivra. Donc là, voilà, la vente totale, vous avez du coup un compteur en production, un compteur en consommation. En soi, on recommande vraiment peu maintenant de faire ça, parce que comme je l'ai dit, c'est simplement, au moment où vous avez votre champ photovoltaïque qui produit, votre bâtiment qui consomme, vous allez injecter à quelques centimes en vente totale et vous avez racheté à plus de 20 centimes, sachant que c'est l'électricité que votre toit ou votre parking vient de produire. Donc, ça fait quelques années, on préfère mettre en avant l'autoconsommation, c'est un petit peu plus vertueux, ça sollicite moins le réseau, c'est mieux à tout niveau. Et physiquement, vis-à-vis du chemin que parcourt réellement l'électricité, c'est plus en adéquation. Il vaut mieux consommer, vous, ce que vous avez produit, plutôt que du coup de la vendre 10 centimes, 13 centimes et de la racheter 20, qui n'aurait pas beaucoup d'intérêt, à part pour EDFO, parce que vous vous doutez qu'il faut bien un gagnant quelque part. Vis-à-vis du tarif d'achat, donc là je vais détailler les différentes étapes parce que c'est vraiment vous, si vous souhaitez solariser un bâtiment, le grand projet. Je ne fais pas tout ça pour le solaire thermique parce que en soi, vous voulez mettre des panneaux sur un bâtiment qui est concerné. Je pense que vous savez mieux que moi comment marche une déclaration de travaux en mairie.
Et voilà, c'est faire appel à une entreprise qualifiée, assurée. C'est des travaux tous vraiment normaux vis-à-vis du solaire thermique. Éventuellement, si vous voulez pousser la complexité, faire une boucle façon chauffage urbain, bah pareil, là, c'est juste des travaux plus compliqués avec un accompagnement, une maîtrise d'ouvrage, maître d'œuvre, bureau d'études, etc. Mais vis-à-vis des travaux que vous avez l'habitude de mener, il y a beaucoup moins de surprises. Le photovoltaïque, ben là, encore une fois, c'est un engagement contractuel, c'est pas quelque chose qui est habituel pour vous, donc je préfère le détailler. Donc, comme je l'ai dit, ça va dépendre de la date. C'est-à-dire que là, actuellement, le photovoltaïque a le vent en poupe. On a vraiment des puissances raccordées chaque trimestre qui sont plus importantes. Donc, chaque trimestre, le coût baisse légèrement. Sauf vraiment un couac monumental pour la filière, le prix de vente du kilowattheure photovoltaïque que vous seriez amené à produire ne va pas remonter. Par contre, vous pouvez, encore une fois, partir sur l'autoconsommation collective et décider de vendre à vos administrés, de vendre à vos voisins, de vendre à une entreprise qui est dans un rayon donné. Et là, du coup, vous devenez au final propre producteur d'électricité. Ne vous inquiétez pas, il y a des façons d'être accompagné pour ça. Le fonctionnement du tarif d'achat, il y a aussi un effet d'échelle. Plus l'installation est grande, moins elle est aidée. Et c'est aussi parce que bah, forcément, qui dit effet d'échelle dit un prix qui baisse au nombre de panneaux installés. Une installation petite va être plus chère au kilowattheure crête qu'une plus grande, parce que bah, forcément, il y a des choses qui vont être transposées. Pour l'entreprise, niveau du temps de main-d'œuvre, bah, entre mettre un échafaudage pour mettre 10 panneaux et mettre 100 panneaux, bah, il faut mettre un échafaudage. Je ne vais pas vous apprendre le code du travail, ce serait un webinaire à part entière. Mais voilà, vous voyez bien, forcément, plus l'installation est grande, plus le coût unitaire va baisser. Dans tous ces calculs, pour déterminer, ils vont prendre en chose vraiment plein de choses. Ils ne prennent pas en compte le coût des modules, ils prennent en compte le coût des composants des modules. Encore une fois, vous avez vu majoritairement du verre, de l'aluminium, du cuivre, l'argent pour les soudures au niveau des composants. Donc, c'est tout simplement les barèmes. Et c'est un calcul effectué tous les 3 mois. Attention, on n'est pas sur quelque chose de logique, c'est-à-dire que globalement, le tarif est donné à la fin du trimestre et est rétroactif. Donc là, si on n'avait pas un arrêté modificatif à venir, vous avez une demande de raccordement qui est là pour ce trimestre en cours. Bah, pour savoir exactement le tarif que vous auriez, bah, il faut attendre souvent la fin du trimestre. C'est très très rare qu'on ait le tarif en début de trimestre. Mais vu, à part là, quand on a une grosse modification, c'est vraiment une modulation plus qu'une grosse baisse. Ça, l'ordre de grandeur de la durée de retour sur investissement ne change pas beaucoup. Là, ce sera plus forcément le cas. Voilà, il faut surveiller les évolutions pour les petites installations. Si vous avez un gymnase solarisé, là, ne vous en faites pas, les durées de retour sur investissement vont être beaucoup moins impactées. Ou une très grande mairie, enfin un grand bâtiment, vous aurez compris. Voilà. Donc, vis-à-vis des aides actuelles, vous avez le montant des 3 mois précédents avec un coefficient, le fameux barème lycée, et un coefficient qui a été déterminé. Je ne saurais pas vous l'expliquer, je préfère être franc, mais voilà, il est de 0,898. C'est comme ça. Encore une fois, si vous voulez en temps normal trouver les tarifs, un moteur de recherche, celui de votre choix, photovoltaïque, info, et vous avez un site qui est financé indirectement par l'ADEME, qui est porté par une association qui fait du photovoltaïque depuis plus de 30 ans, et vous y trouverez vraiment plein d'informations sur ça. Donc, comme vous l'avez compris, c'est vraiment la date qui fixe le cadre et aussi le type d'installation. Donc sur bâtiment, c'est un mécanisme. Si vous avez là, un projet de parc au sol qui n'est pas soumis à appel d'offres, il y a un petit parc au sol. Donc là, c'est un autre mécanisme. Les- L'aspect administratif est très similaire, mais les tarifs sont différents tout simplement. Vous aurez quand même affaire à Enedis, vous aurez quand même affaire à EDF obligation d'achat, mais les montants, les modalités financières sont un petit peu différentes. Vis-à-vis de la mise en œuvre, là, vraiment, un gros attention. Et là, je dis ça également en tant que, comme je vous l'ai dit en introduction pour ceux qui m'ont rejoint après, je suis salarié de la Fédération française du bâtiment. Donc moi, c'est mon quotidien d'accompagner des entreprises qui veulent poser du panneau.
Là, ce qu'il vous faut, peu importe l'installation, c'est une entreprise qualifiée. Parce que qui dit qualification dit assurance, mais surtout, Enedis, pour la demande de raccordement, demande une qualification. Donc, si vous avez une entreprise qui répond pour votre demande de marché et qui n'est pas qualifiée, elle ne pourra pas faire le raccordement auprès d'Enedis ou d'un autre gestionnaire de réseau, encore une fois. Donc, vraiment, c'est un prérequis pour vous si vous avez un projet de solarisation dans votre commune, votre intercommune, une entreprise qualifiée et vérifiez bien sa police d'assurance. Est-ce qu'elle a droit de solariser le bâtiment en question? Parce qu'une entreprise peut très bien être couverte pour faire uniquement de la toiture tuile en résidentiel, une autre du bac acier, une autre de la toiture terrasse. Donc bien vérifier que l'entreprise qui répond, qui vous répond, qui envoie un chiffrage, a le droit de vous le poser. Euh, on est sur un marché qui a cette particularité où, si, à titre personnel, vous avez peut-être par exemple fait appel à une entreprise RGE pour des travaux de rénovation énergétique. Donc là, c'est le même cycle RGE, mais ce n'est pas pour les mêmes tenants et aboutissants, c'est vraiment pour les démarches de raccordement auprès des délices. Pas de RGE, pas de raccordement, donc vous vous doutez, pas d'installation photovoltaïque euh, fonctionnelle. Et pour vous donner un ordre de grandeur, si vous avez un couac au niveau de ce raccordement, pardon, Enedis, du coup, appelle ça le tarif des essais, et c'est de l'ordre de 2 centimes le kilowattheure revendu. Donc, allez rentabiliser une installation solaire photovoltaïque à base de 2 centimes le kilowattheure. Croyez-moi, c'est presque impossible. Vous avez également un plafond d'injection. Alors, en région Grand Est, il sera assez peu atteint. Euh, mais voilà, si on a une année très ensoleillée, c'est tout simplement pour essayer de rendre les choses sur le territoire national euh, plus justes, parce que bah, forcément, quelqu'un qui est à Lille n'a pas le même taux d'ensoleillement qu'à Marseille. Donc, on a un plafond, et au-delà, le kilowattheure est rémunéré à 4 centimes d'euros. Euh, il est possible que ça change, mais en tout cas, le plafond des 1100 premiers kilowattheures dans le projet de loi qui en attend ne changera pas. Si vous avez un projet où vraiment vous voulez mettre en avant l'autoconsommation avant tout, vous pouvez vous faire accompagner par la région. Donc, si vous ne connaissez pas le dispositif Climaction, je vous invite à aller voir les différents aides qu'ils proposent. Vous verrez, il y en a pour plusieurs dispositifs. Il n'y a pas que le photovoltaïque, il y en a aussi un pour le solaire thermique et pour d'autres moyens de production d'énergie renouvelable. Je vais prendre un autre exemple. Vous avez un moulin et vous souhaitez le reconvertir en une centrale hydroélectrique. De mémoire, il y a aussi une aide pour ça, mais pas que sur la partie travaux, aussi sur les parties études. Donc, si vous ne connaissez pas Climaction, c'est porté par la région Grand Est. Je vous invite à aller voir ce qu'ils proposent. Là, je vous ai mis le lien pour le photovoltaïque. Euh, je vous mettrai également le lien pour le solaire thermique. Et encore une fois, si vous avez des questions sur le solaire thermique, je vous redirigerai vers le chargé de mission de la région Grand Est compétent qui pourra vous accompagner. C'est lui qui présente le dispositif Climaction. Donc, si vous avez des questions, je vous redirigerai vers lui. Il aura un plaisir de vous répondre. Il est là pour ça. Là, je retourne au photovoltaïque vraiment pour vous détailler les différentes étapes parce que c'est ça qui est un petit peu déboussolant et il faut vraiment les faire dans l'ordre si vous voulez que tout roule. Donc déjà, demande de raccordement Enedis, c'est vraiment le premier prérequis. Les pièces à fournir pour ça, donc, alors il y a des choses, j'enfonce des portes ouvertes, le nom de l'installation, son adresse, la puissance installée. Là, ça ne vous surprendra pas trop. Là, vous voyez le type d'installation avec est-ce que vous avez de l'intégration paysagère ou pas. Là, ça peut être important pour vous si vous avez un bâtiment classé ou si vous êtes en zone ABF. Dans le cas-là, l'architecte des bâtiments de France va certainement demander ce qu'on appelle l'intégration. Donc, l'intégration, c'est les panneaux solaires sont intégrés dans la toiture, ils remplacent la couverture, donc tuiles, bac acier. Ils sont vraiment sur le même niveau. Si vous choisissez de partir sur l'intégration paysagère, il y a une prime en plus. C'est pour ça que c'est important, parce que du coup, ça vous offre, vous avez un petit montant en plus, sachant que ce type d'installation est souvent un petit peu plus coûteux, euh, mais peut avoir un avantage sur du bâtiment ancien si vis-à-vis de la charpente est un petit peu juste niveau poids. Ayez en tête des tuiles, c'est 45 kg par mètre carré. Un panneau solaire seul, c'est 15. Alors, si vous mettez le panneau solaire au-dessus des tuiles, bah, vous tombez à 60 kg du mètre carré. Si vous avez un bâtiment ancien avec une charpente un peu limite niveau mécanique, ça peut être une solution. Et
Et vous avez aussi des très beaux bâtiments. Maintenant, on commence à avoir des très beaux projets sur des bâtiments anciens avec l'intégration paysagère. On arrive à avoir quelque chose qui s'approche du rendu des ardoises. On a aussi un fabricant en Alsace qui propose des panneaux presque couleur tuile. Donc voilà, si vous êtes en zone classée, intégration paysagère, c'est une piste. Est-ce que vous avez du stockage ou non? Là, ça influencera, c'est plutôt vraiment sur l'administratif et également sur le consensuel. Si vous êtes familier pour tout ce qui est démarche électrique, donc c'est l'organisme qui vient contrôler la conformité d'une installation. Qui dit stockage dit risque incendie plus important, risque électrique plus important. Donc, des modalités de contrôle, des choses techniques en plus. Et le reste, bon, bah, voilà, pas de surprise, les coordonnées de l'installation. Où est-ce qu'elle se trouve? Voilà. Le reste ne surprend pas. Type d'injection, bah, comme vous l'avez compris, ce n'est pas les mêmes montants. Donc si vous vous trompez, voilà, c'est pas la même chose. Les pièces à fournir, bon, bah, le reste, hein, le producteur, qui vous êtes. Est-ce que vous êtes, bah, dans votre cas, vous êtes une structure morale? Euh, si vous êtes une entreprise ou non, le mandat, s'il y a une personne mandatée. Euh, voilà. Là, en soi, des choses pas surprenantes. Et la puissance Q, donc là, c'est tout simplement, vous pouvez solariser un bâtiment deux fois et EDF, obligation d'achat, Enedis, considère que si deux installations sont raccordées sur un même point de livraison, en moins d'un an et demi, c'est la même installation. Donc, admettons, là, vous solarisez un bâtiment dans les semaines à venir. Dans 2 ans, vous solarisez le reste du toit, ce sera considéré comme deux installations. Mais par contre, vous faites un complément 6 mois après, c'est la même installation. C'est juste pour ça. Comme je vous ai dit, les preuves de qualification. Bien faire attention bah, à ce que l'entreprise soit qualifiée pour la puissance et le type d'installation qu'elle vous propose. Malheureusement, il y a beaucoup de confusion. Maintenant, on passe à EDF obligation d'achat. Alors, Enedis va envoyer des informations à EDF obligation d'achat, mais vu qu'il y a un engagement contractuel, c'est quand même à vous de finaliser les démarches. Il y a un aspect facturation, etc. aussi sur cet aspect-là. En dehors de ça, voilà, c'est finalisé, c'est un contrat signé avec EDF obligation d'achat. Attention, il est valable 20 ans, c'est possible de le casser, mais administrativement parlant, c'est un peu dur. Vous vous engagez sur la puissance installée. Si vous avez des panneaux qui ont un dysfonctionnement, vous pouvez les changer. Il y a une tolérance de 10%. Vous avez, admettons, un facteur 100, là, vous pouvez mettre jusqu'à 110. Vraiment, le raccordement, donc là, c'est à nouveau de retour chez Enedis, c'est le raccordement qui fera foi. Dès que vous avez l'accusé de l'offre de raccordement, toujours Enedis, prochaine étape, du déroulé. Vous avez la conformité de l'installation électrique avec le consuel qui, de plus en plus, ne trouvez pas bizarre, fera appel à Caligan. Le gaz étant de moins en moins préconisé, que ce soit en neuf ou en rénovation, on a les contrôleurs Caligaz qui, de plus en plus, sont les contrôles pour le photovoltaïque. Donc, ne trouvez pas bizarre si sur une installation photovoltaïque, l'auditeur se présente comme Caligaz et Veolia. Voilà. C'est normal, je préfère le préciser. La conformité de l'installation électrique et les différents jalons là, que j'ai balayé très rapidement, c'est vraiment de l'administratif pur et dur, mais il ne faut pas les oublier parce que sinon, la date que vous renseignerez sera fausse. Une fois que vous avez toutes ces étapes, vous avez votre attestation de conformité, votre attestation S21 qui est délivrée, et là, du coup, vous avez bah, le contrat d'achat qui peut débuter. Attention au seuil de 100 kW crête, surtout bah, du coup pour vous les appels d'offres. Il faut un bureau de contrôle au-delà de ce seuil avec une qualification spécifique. Ça ne peut pas être le bureau de contrôle qui vous fait. Il faut vraiment un contrôleur technique agréé qui a la compétence photovoltaïque au-delà de 100 kW crête. Et sinon, pareil. Si j'ai déjà eu le cas, si le contrôleur n'a pas cette qualification, on se retrouve à nouveau dans le tarif des essais le temps que l'installation soit à nouveau contrôlée et on se retrouve à 2 centimes du kilowattheure vendu, ce qui est vraiment pas intéressant. Vous avez la mise en service et là, vous signez le contrat en mettant la fameuse date de raccordement et c'est parti pour 20 ans. De votre côté, ce sera de la maintenance, du contrôle. Ça flanque de plus en plus entre les smartphones, les applications, votre installateur qui, lui, peut continuer à suivre les installations qu'il a raccordées. Ça vous permet de déclencher une maintenance, pas forcément tous les ans, mais quand vous voyez une perte de production.
Globalement, si vous mettez du panneau solaire en toiture, avec les intempéries, ça va déjà enlever le plus gros des saletés et la production reste à peu près bonne. L'idée, c'est quand vous voyez que la production baisse, bah, vous vous rapprochez de votre installateur, parce que bah, forcément, il y a la garantie décennale qui vous lie à lui. Globalement, une autre personne ne voudra pas forcément intervenir, c'est pour de la maintenance. Si c'est juste pour un nettoyage, je vous conseille, ça se fait de plus en plus. On a des prestations avec des drones, des gens qui font ça très bien. Et pour le coup, ça évite d'avoir un humain qui monte en toiture. Donc en plus, vis-à-vis de la prévention des risques, vous envoyez un signal positif et ça se fait super bien. Même, j'en profite, parenthèse, hein, le démoussage des toitures, pareil, ça se fait comme ça peut se faire comme ça maintenant. Et vous évitez de demander à un être humain de monter à plusieurs mètres de haut et de s'exposer à un risque. Donc c'est pas mal. Vis-à-vis du RGE, là, je vous fais juste un focus, comme je vous ai dit, il y a différentes qualifications et pour vous donner un marché et sélectionner l'entreprise, c'est important de juste avoir en tête qui peut faire quoi. Donc, comme je vous ai dit, c'est essentiel pour la demande de raccordement et pour bénéficier du contrat d'obligation d'achat. Vous pouvez par contre choisir de faire appel à une entreprise euh, et ne pas bénéficier de l'obligation d'achat via un fournisseur tiers. Il y en a qui existent. Donc, le fournisseur tiers, lui, ne vous demandera pas d'RGE, mais Enedis vous le demandera. Cette qualification, ça permet en fait qu'un organisme indépendant ait vérifié que les salariés soient formés et assurés. Là, c'est vraiment, je dirais, les informations à mémoriser. Vous ne devez pas tout mémoriser, mais encore une fois, le jour où vous voulez solariser un bâtiment, ayez le réflexe de regarder ce petit tableau-là et de vous dire, ah bah, l'attestation RGE qui m'a été remise, l'entreprise a, admettons pour l'exemple, le Calibat 5911, mais elle me répond pour un chantier de 100 kilowatts crête. Ah, bah, elle n'a pas la bonne qualification, je ne la retiens pas. Une autre entreprise arrive avec son justificatif Qualifelec SPV2. Ah, bah, elle a la qualification qui va bien, j'étudie sa proposition. Donc voilà, c'est juste avoir en tête que selon la qualification, l'entreprise peut vous répondre ou non. Et vu que je vous ai parlé de l'intégration en toiture, bien faire attention, bah, est-ce que je vais être en intégration ou en surimposition? Surimposition pour, comme je l'ai dit, les panneaux sont simplement parallèles au-dessus de la couverture, quel que soit son type, hein, cassier, tuile, ardoise, toiture terrasse. Si vous avez vu des photos de bacs lestés, pareil, c'est de la surimposition. Il est possible sur les toitures terrasses de régler l'inclinaison, etc. Mais c'est de la surimposition. Donc, si vous avez une entreprise par exemple, vous répond avec un qualifelec, mais vous êtes en zone classée et l'architecte des bâtiments de France vous demande de l'intégration, bah, ça ne sert à rien d'étudier sa proposition. Ça veut dire qu'elle ne sera ni assurée, ni qualifiée pour vous répondre et faire ce chantier. Elle a fait une erreur, voilà, elle n'a pas fait attention en répondant et du coup, il ne faut pas faire appel à elle, elle ne sera pas qualifiée. Vous n'aurez pas la demande de raccordement et vous serez bloqué. Si vous, là, du coup, c'est une diapo générale. Si vous avez, du coup, besoin d'une entreprise qualifiée pour tout type de travaux, il y a le réflexe de l'annuaire des professionnels. Donc, c'est tout simplement le France Rénov, dont on a suffisamment parlé. Donc, voilà. Ayez bien le réflexe de vérifier. Vous avez aussi un annuaire inversé si vous avez un doute sur une qualification. Euh, les qualifications pour info, donc les certificats sont valables, sont renouvelés tous les ans. Et malheureusement, il est possible, suite à des audits négatifs, qu'une qualification saute. Donc, si vous voulez être sûr, vous allez sur l'annuaire inversé, vous mettez les références de l'entreprise et ça vous permet de vérifier. Là, pour vraiment vous montrer à quel point on est sur un marché qui évolue et où vous avez des possibilités d'installation vraiment variées. Je vais simplement vous balayer quelques photos d'exemple. Donc là, en façade, la fameuse surimposition, là, vous voyez, là, vraiment, là, c'est en parallèle avec la couverture. Intégré, comme je vous ai dit, les panneaux remplacent les tuiles, mais il n'y a pas que ces solutions. Et la surimposition en toiture terrasse, avec une solution pareille d'une entreprise implémentée en Grand Est. Vous avez les ombrières que vous voyez fleurir sur les parkings de supermarchés. Alors, si vous n'êtes pas au courant, ce n'est pas par volonté écologique des supermarchés, c'est une obligation réglementaire. Quand vous avez un parking de plus de 80 places, grosso modo, vous avez une obligation de solarisation. Vous avez les parcs au sol qui font partie du paysage rural et pas que depuis maintenant une dizaine d'années. L'agrivoltaïsme, euh, du coup, qu'on va voir arriver sur de plus en plus de projets. Pour info, on a du coup une école d'ingénieurs en région Grand Est qui a une ferme test et qui fait
des tests sur l'agrivoltaïsme. Vous avez un rapport très complet de l'ADEME qui détaille selon les types de légumineux ou de végétaux, est-ce que vous avez un impact positif et négatif. Donc, si vous avez des a priori, quels qu'ils soient sur l'agrivoltaïsme, je vous invite à faire quelques petites recherches. Vous avez des ressources super et vous découvrirez que, par exemple, on peut schématiser une laitue selon l'impact du photovoltaïque au-dessus d'elle, positif ou non, et on voit que selon le nombre de panneaux, leur répartition, il y a un impact ou non. Donc voilà, ne pas partir sur un cliché négatif sur l'agrivoltaïque. On a une région aussi avec énormément de gravières, de lacs qui sont issus d'une activité de carrière. Donc ne pas oublier les solutions flottantes qui en plus présentent l'intérêt pour la biodiversité, c'est-à-dire que ça fait une zone d'ombre et de ponte pour les poissons. Donc, on a des étés de plus en plus chauds. Le PV flottant leur permet d'avoir une zone d'ombre au milieu de l'eau qui, du coup, les maintient un petit peu plus au frais. Et avantage, le refroidissement apporté par l'eau améliore un tout petit peu le rendement. Et là, je vous ai mis une solution suisse innovante pour vous montrer qu'on a même euh, de la réflexion en cours sur le risque de grêle, où là, vous avez des panneaux qui, quand un capteur détecte des grêlons, la solution se replie. Donc vraiment, vous montrer qu'on est sur un marché qui est en pleine évolution. Vis-à-vis du solaire thermique, on est, comme je vous l'ai dit au début, sur quelque chose de beaucoup plus simple euh, vis-à-vis de tous les mécanismes. On est sur un échangeur de chaleur euh, et un ballon de stockage. Donc on a, je dirais, moins d'innovations comme ça, moins de choses qui tapent à l'œil. Mais vraiment, pensez-y si vous avez des besoins d'eau chaude. Euh, Malheureusement, la filière est beaucoup moins sur le devant de la scène. Je dirais comme la géothermie. On boude un petit peu la production de chaleur. euh, on entend énormément parler du fait de décarboner l'électricité, sachant que nous, on est déjà à presque 85%, voire presque 90% quand il fait beau et qu'il y a du vent, avec de l'électricité bas carbone, grâce au nucléaire, l'hydroélectrique, l'éolien et le photovoltaïque. Mais on oublie très souvent qu'on consomme beaucoup d'énergie pour chauffer. Donc, si vous avez un bâtiment avec des forts besoins de chauffage, étudiez. Je ne dis pas que ça répondra forcément à vos besoins, mais pensez quand même à la solution solaire thermique. Et vous pouvez bien évidemment la conjuguer avec d'autres procédés. On peut conjuguer le solaire thermique avec des pompes à chaleur, du coup, éventuellement bénéficier de différents types d'apports. Plein de solutions existent. On peut même faire du stockage de l'énergie dans un parking. C'est Vinci qui a fait ça. Pour l'instant, c'est un peu une phase test, mais vraiment, ne négligez pas la consommation d'énergie liée au chauffage et à l'eau chaude. À l'échelle de notre pays, c'est quelque chose de vraiment très important qu'on qu'on mentionne assez peu.